Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo fait partie de la série de vidéos sur l'école classique. Au cours de la vidéo précédente, nous avons présenté les précurseurs de l'organisation scientifique de travail. Nous avons présenté les pharaons, l'arsenal de Venise et le canal de Midi. Nous avons vu qu'à chaque expérience, au moins un des principes de l'organisation scientifique de travail était mis en place. Et parfois même un des principes du Fordisme qui a été appliqué. Au cours de cette vidéo, on va présenter encore les précurseurs, on va présenter l'expérience d'Adam Smith et l'organisation de Frédéric Japy. Le premier auteur que nous allons présenter est Adam Smith. Il est souvent présenté comme à l'origine du terme division de travail. Il est plus connu pour son expression de la main invisible du marché, qu'il a publié dans son ouvrage The Wealth of Nations, la richesse des nations. Par rapport à la thématique de cette vidéo, on va parler uniquement de la partie division de travail. Pour l'économiste, pour Adam Smith, il va mettre en place une expérience où il va présenter l'importance de la division de travail pour l'économie d'une entreprise, d'une organisation ou même d'une nation. Son expérience, elle est simple. Il va la réaliser dans une entreprise, dans une fabrique d'épingles. Il va créer deux groupes. Un groupe qui va travailler sans division de travail, c'est-à-dire chacun va réaliser l'épingle de bout en bout, et un autre groupe, identique, avec le même nombre d'opérateurs, le même nombre de personnes, va réaliser l'épingle en série, c'est-à-dire en divisant le travail. Chacun va se spécialiser et ne va réaliser qu'une partie du processus de la fabrication de l'épingle. Et il va comparer le rendement des deux groupes. Il va se rendre compte que ce rendement est de l'ordre de 240 minimum, voire même 480. Pour les calculs, je vous l'explique, je vais aussi les mettre à côté. C'est simple. Pour un opérateur qui réalise l'épingle de bout en bout, il peut fabriquer soit 0 s'il n'a pas d'expérience, soit 20 épingles maximum par jour. Et dans l'organisation où nous avons la division de travail, le groupe, les 10 opérateurs, peuvent réaliser 48 000 épingles par jour. Donc, le rendement d'un opérateur, c'est 48 000 par 10, parce qu'ils sont 10 ouvriers. 48 000 par 10, c'est 4 800. Et à partir de là, on peut calculer les rendements, les rapports entre les deux organisations. Et vous pouvez voir, d'après le calcul, qu'il s'agit soit de 240 minimum, soit de 480 en moyenne. Ce rapport est énorme. Et bien sûr, il fallait analyser le pourquoi. Pourquoi nous avons un tel écart de rendement? Et d'après l'analyse, cela est dû à la part du changement d'outil dans le processus de fabrication de l'épingle. Donc l'idée d'Adam Smith, c'est d'éliminer ce temps de changement d'outil et d'affecter un opérateur à chaque outil. Au lieu de changer l'outil, on va changer l'opérateur. Et à partir de là, on gagne du temps et on fabrique le plus rapidement possible. Bien sûr, il y a aussi l'effet de l'expérience. Vu qu'on réalise une tâche répétitive, on va la réaliser plus rapidement que si on réalise la même, c'est-à-dire un processus de A à Z. Voilà, c'est une expérience intéressante, mais un chercheur autrichien, Murray Rothbard, va découvrir en 2006 que ce travail n'est pas d'Adam Smith. Il va même écrire un livre où il présente que Adam Smith a copié ce travail. Donc c'est un plagiaire. Murray Rothbard va découvrir un livre qui s'appelle l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Dans un des chapitres, L'art de l'épinglier, rédigé par Antoine Réaumur, on présente la même expérience, c'est-à-dire une fabrique d'épingles où on cherche à montrer l'importance de la division de travail. Et on montre que l'efficacité, le rendement augmente tout simplement avec la division de travail. Et on fait presque les mêmes calculs, on n'a pas la même ordre de grandeur, c'est-à-dire 240, 480, mais on a presque le même raisonnement.
Et à partir de là, Murray Rothbard va présenter que Adam Smith est un plagiaire. Il est important aussi de signaler que Réaumur avait un passé d'entomologiste, c'est-à-dire il s'intéresse à la vie des abeilles. Il s'intéresse surtout à la division entre les membres d'abeilles, comme quoi ils peuvent avoir des tâches distinctes mais complémentaires. Et là aussi, je pense que ça serait l'occasion, Inch'Allah, lors d'une future vidéo, où je vais présenter l'importance de la division de travail. On parlera de la division de travail, je dirais, par rapport à des organisations d'insectes comme les abeilles ou les araignées ou les fourmis. Et on présentera comment, à partir de là, on peut tirer des conclusions pour l'organisation d'une entreprise ou l'organisation d'une organisation globale. Le dernier exemple que nous allons présenter est celui de Frédéric Japy. Dès la fin du XVIIIe siècle, Frédéric Japy va mettre en place un système de fabrication mécanisé basé sur la division de travail. Frédéric Japy est né en 1749 à Beaucourt, petit village à côté de la principauté de Montbéliard. Je fais cette précision parce que cela influencera sa carrière, vu la proximité de la principauté de Montbéliard avec la Suisse. Il va être en contact avec l'industrie de l'horlogerie dès son jeune âge parce que son grand-père était un horloger. En 1768, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans, il part effectuer un apprentissage en Suisse. Son maître d'apprentissage est un horloger remarqué par son perfectionnement en matière d'outillage. 2 années plus tard, il va travailler comme ouvrier dans une entreprise qui s'appelle Jean-Jacques Jeanneret-Gris. C'est une étape décisive dans sa carrière parce que la famille Jeanneret est une famille d'inventeurs. C'est eux qui sont à l'origine des machines-outils. Souvent, Frédéric Japy est présenté comme étant à l'origine de ces machines-outils. Ce n'est pas vrai, c'est la famille Jeanneret. Mais Frédéric Japy va mesurer l'importance de l'utilisation de ces machines, bien sûr qu'il va introduire dans le futur dans son propre atelier, et cela n'empêche pas que Frédéric Japy va mettre aussi ses propres machines-outils. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces machines-outils. Donc après cette expérience, il retourne dans son village natal où il va mettre en place un atelier de fabrication d'horloges. Et l'histoire raconte comme quoi il faisait des allers-retours de chez lui en Suisse pour vendre ses propres montres. Après son mariage, Frédéric Japy transfère son atelier dans la propriété, dans les bâtiments de la propriété de son beau-père. En 1777, pour des raisons politiques, il va déménager à Grange-la-Dame à Beaucourt. La maison Japy est née. C'est à cette époque où il va mettre en place les 10 machines-outils qu'il va d'ailleurs faire fabriquer par la maison Jean-Jacques Jeanneret-Gris. Les pièces jusque-là fabriquées à la main vont être façonnées mécaniquement. Donc la fabrication en série va permettre d'abaisser les prix, donc de forcer une nouvelle organisation que vous allez voir, il ressemble beaucoup à l'organisation scientifique de travail. Japy met en place l'organisation suivante dans son atelier. Le rythme de travail n'est pas maîtrisé par les artisans, mais imposé par les dirigeants. Le nombre d'opérations réduit selon un processus bien réfléchi qui prend en considération la valeur ajoutée de chaque geste et action réalisée. Les machines sont conduites par des opérateurs faiblement qualifiés et regroupement de la main-d'œuvre en un même lieu pour réduire le coût de transfert des sous-ensembles. Donc vous pouvez remarquer que l'organisation mise en place par Japy ressemble à l'organisation scientifique de travail mise en place par Taylor. Nous avons la division de travail verticale, horizontale, c'est la direction qui réfléchit, c'est les opérateurs qui exécutent. C'est la division de travail au niveau de la base parce que c'est en relation avec les machines-outils, etc., etc. Et d'ailleurs, grâce à la simplicité des machines, toutes sortes d'individus peuvent travailler. Les enfants, les femmes, les handicapés, les aveugles, les vieillards, tout le monde peut réaliser une tâche vu la simplicité du geste. C'est juste un manivelle qu'il faut tourner pour confectionner les articles de montre. Il a fallu plus d'1 siècle pour que cela soit repris par Taylor et présenté comme mettant l'organisation scientifique de travail, ce que nous allons présenter lors de la prochaine vidéo.
La liste des précurseurs, bien sûr, est beaucoup plus longue que ça. On peut présenter Jean-Rodolphe Perronnet, un ingénieur et architecte français, fondateur et premier directeur de l'école des ponts et chaussées. Il va, en 1760, il va présenter l'importance de la division de travail pour l'efficacité d'une organisation. Donc, pour conclure cette partie, plusieurs personnes, plusieurs civilisations ont mis en place un des principes de l'organisation scientifique de travail. Soit pour réaliser des monuments, des chefs-d'œuvre, comme les pyramides ou le canal du Midi, ou pour réaliser, ou au niveau industriel, comme l'arsenal de Venise, la présentation, l'organisation de Frédéric Japy, ou l'expérience de Réaumur ou d'Adam Smith. C'est-à-dire l'importance de la division de travail pour organiser, mettre en place un travail à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre et de connaître les précurseurs de l'école classique, les précurseurs de l'organisation scientifique de travail. Au cours de la prochaine vidéo, on va présenter le taylorisme et le fordisme. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.